La révolution néolithique fait passer les communautés de l'être au statut de société de l'avoir. C'est-à-dire que dans les communautés de l'être, on a un communisme radical où tout appartient à tout le monde puisqu'il n'y a pas d'appartenance. Et progressivement se créent les sociétés de l'avoir, où se met en marche une dialectique appropriative, acquisitive, qui fait surgir l'avoir et qui fait surgir la possession. Là émerge l'argent. Il n'y a pas d'échange dans les communautés de l'être, et l'échange émerge dans les sociétés de l'avoir. On bascule très vite aux révolutions capitalistes médiévales du XIIe, XIIIe siècle en Italie. On a donc, dans l'ordre ancien, féodal, monarchique, le capitalisme qui travaille en profondeur dès le début et qui progressivement déstructure de l'intérieur la société classique des économies naturelles qui reposaient sur la rente foncière en leur substituant la rente commerciale puis progressivement la rente industrielle. Et on arrive à cette crise généralisée des monarchies d'Ancien Régime, la Révolution anglaise, la Révolution française. La Révolution française est une révolution capitaliste au sens où, par la loi Le Chapelier, par la disparition des communaux, parce que les sociétés de l'avoir ont détruit les communautés de l'être, mais pendant des siècles, les communaux, ces vastes communautés paysannes où la terre n'appartenait à personne puisqu'elle était le bien commun, ont été des vestiges de ces communautés de l'être qui posaient problème. La révolution capitaliste de 1789 doit à la fois détruire les protections ouvrières des villes et systématiquement, totalement vassaliser les terres des campagnes. Et au moment de la Révolution, on a une classe bourgeoise qui, comme toujours, n'est pas homogène. On a une classe bourgeoise qui est déjà liée au développement qui avait eu lieu dans l'Ancien Régime. Par exemple, la Gironde. Les Girondins, c'est toute une bourgeoisie d'affaires bordelaise, par exemple, qui travaillait avec déjà un commerce atlantique. Et puis, on a une bourgeoisie bureaucratique, c'est pas par hasard si Robespierre est avocat, qui, par le biais de la Révolution, va acquérir un pouvoir, parce que la Révolution est contractualisation, commercialisation, développement d'une marchandise qui doit créer des alliances de fonctionnement. Et donc il y a deux bourgeoisies. Il y a une bourgeoisie qui est liée encore à l'Ancien Régime et qui s'en émancipe, mais qui était déjà faite avant. Puis il y a une bourgeoisie qui va prendre un essor considérable, une bourgeoisie technocratique. Et c'est le travail qu'a entre autres bien montré Daniel Guérin dans les luttes de classe sous la Première République. On a donc deux bourgeoisies. Une bourgeoisie qui va être relativement tiède parce qu'elle est encore liée à l'avant, et une bourgeoisie qui va se radicaliser puisqu'elle veut prendre le pouvoir en liquidant tout l'avant. Et Robespierre, en tant qu'avant-garde de cette avant-garde montagnard, va remplir une double fonction, et il sera d'ailleurs liquidé lorsqu'il aura assumé son travail. Donc, à la fois, et il faut en revenir à Babeuf, Babeuf qui est l'homme de la conjuration des égaux, du communisme le plus radical, qui va décrire le populicide vendéen mis en marche par les robespierristes et simultanément dénoncer la liquidation de la sans-culotterie radicale dans Paris. Donc Robespierre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une masse ouvrière, il y a une masse campagnarde qui s'agite pendant la Révolution. La Gironde est décrédibilisée. Et plus une révolution bouge, plus la bourgeoisie est obligée de sécréter des mouvements radicaux pour contrôler. La bourgeoisie qui fait la révolution de 1789, elle est grillée en 91. Elle doit donc susciter des appareils plus radicaux. En 91, ces appareils sont grillés. Il faut susciter des appareils plus radicaux en 93. Ainsi de suite. C'est exactement comme c'est le SPD en Allemagne en 1914 qui a massacré les Spartakistes et Rosa Luxembourg. C'est pas la droite. C'est-à-dire plus une révolution avance, plus les flics sont obligés de se radicaliser pour la briser. Et au maximum de l'incandescence révolutionnaire, ceux qui vont tuer la révolution parlent comme elle, pour la détruire de l'intérieur tout en la détruisant de l'extérieur. Donc la bourgeoisie montagnarde, qui a massacré la sans-culotterie parisienne, comme elle a fait massacrer les Chouans et les Vendéens, qui défendaient leurs communaux. C'est-à-dire qu'il y a un lien logique. Les paysans de l'Ouest défendent leurs communaux contre la mainmise des pâteaux de la bourgeoisie urbaine qui veut approprier les biens publics, qui veut approprier les biens nationaux, et dans le même temps, la sans-culotterie des faubourgs qui se bat dans une misère noire dit mais c'est pas possible, la bourgeoisie girondine, la bourgeoisie montagnarde qui s'est enrichie à nos dépens, on est dans une misère noire. Donc la Révolution doit à un moment donné, pour accoucher du directoire, c'est-à-dire de ce calme plat enfin arrivé, passer par une phase sanguinaire orgiaque où on va liquider les radicaux. Mais pour liquider les radicaux, il faut parler aussi aux radicaux.
Donc, il faut faire semblant d'être plus radicaux que les pas radicaux. Donc, il y a toujours une falsification du discours et de la représentation. Robespierre, c'est l'avant-garde du Capital. Et c'est l'avant-garde du massacre de la sans-culotterie parisienne.